Après s'être bagarrés avec les manifestants pendant une bonne demi-heure, les policiers maîtrisent enfin la foule en colère. Milagros, son mari et leurs 3 enfants doivent quitter leur appartement. Ils pourront loger quelques jours dans un centre d'accueil provisoire, mais après ça, c'est la rue qui les guette. 160 familles sont ainsi mises à la rue chaque jour. Aussi longtemps que l'État renoncera à défendre nos droits, nous défendrons nous-mêmes notre droit au logement en occupant les milliers d'appartements vacants. Les jeunes indignés veulent reprendre ce qu'on leur a pris. La situation est absurde. Alors que le nombre de sans-abri se multiplie, le pays compte 3 millions d'appartements vacants. C'est plus qu'assez pour les loger tous. Par conséquent, ces appartements sont de plus en plus souvent squattés et des centres sociaux autogérés partisans d'une gauche alternative y voient le jour. Leur mission, venir en aide aux victimes d'expulsion. Parmi ces immeubles squattés ou casas ocupas, le Patio Maravillas, dans le quartier madrilène de Malasaña. Xavier est l'un des 15 squatteurs engagés grâce auxquels 200 personnes ont à nouveau un toit sur la tête. On veut créer ici un espace de travail collectif, un nouveau genre de bureau. En fait, on expérimente un certain nombre de nouveaux concepts. Ça, c'est une boutique gratuite. Et ça, c'est le bureau de gestion des squats. Nous aidons ici les personnes qui ont perdu leur appartement suite à une expulsion. Nous pouvons par exemple entreposer leurs meubles ici ou même les loger. Xavier aide les expulsés à squatter un logement et leur procure des avocats. La plupart des occupants illégaux du Patio Maravillas souhaitent garder l'anonymat. Ils craignent d'être à nouveau délogés, voire traduits en justice. Même chose dans cet immeuble à moitié délabré, propriété de la Bankia, une banque au bord de la faillite. Sur 100 appartements, 70 sont vacants. En janvier, 6 ont été libérés de vacances, comme se plaisent à dire les squatteurs. Ici aussi, un seul d'entre eux a accepté de nous parler. Il s'appelle Salva. Nous avons libéré ces 2 appartements, le 11 et le 13. Et aussi le 7 et le 5. Ici, il y a une petite cuisine qui n'est pas encore équipée parce qu'il n'y a pas d'arrivée de gaz. Et ça, c'est une petite salle de bain. Mais comme il n'y a pas d'eau chaude pour le moment, on se douche dans un autre appartement. La banque espagnole, propriétaire de l'immeuble, n'a aucune indulgence envers les nouveaux occupants. En mars dernier, elle a fait évacuer le bâtiment et condamné tous les appartements vacants. Mais les squatteurs sont revenus. Début juin, ils ont organisé une manifestation au pied de l'immeuble. Et tandis que leurs sympathisants faisaient sonner les casseroles dans la rue, ils ont pu discrètement réinvestir les lieux. La désobéissance civile est-elle devenue la seule solution pour ne pas dormir dehors ? On est prêt à aller jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Qu'est-ce qu'on entend par aller jusqu'au bout? Eh bien, qu'on ne se laissera pas intimider, ni par les arrestations, ni par les condamnations. On continuera à lutter jusqu'à ce qu'on ait tous un appartement. Pour l'instant, les manifestations se déroulent généralement sans violence. Mais si le gouvernement continue à ne venir en aide qu'aux banques, cela pourrait bientôt changer. On se bat pour avoir un toit sur la tête, c'est tout à fait concevable et même compréhensible. Mais pourquoi cette rage se traduit-elle si souvent sur le plan politique par une dérive vers les extrêmes? Dans notre exemple espagnol, c'est l'extrême gauche. En Italie, c'est l'extrême droite. Pour mieux analyser les causes de ce phénomène et surtout ses éventuelles solutions, j'ai interviewé le sociologue Wolfgang Grüninger, 28 ans, fervent défenseur des intérêts de sa génération. Il a écrit un livre, Aufstand der Jungen, que l'on peut traduire par La jeunesse se révolte, qui traite de la radicalisation des jeunes en Europe. Wolfgang, pourquoi cette radicalisation de la jeunesse européenne? Avec la crise, le taux de chômage des jeunes est monté à 50% dans de nombreux pays. Un jeune sur 2 est au chômage. Les jeunes se sentent abandonnés. Ils ont l'impression que l'Europe et les marchés financiers ont pris les rênes du pouvoir et dictent désormais la politique à suivre. Ils ont donc abandonné leur recherche de stage pour monter aux barricades.
Descendre dans la rue, c'est très bien, mais pourquoi se tourner vers les partis extrémistes? Qu'est-ce qui les rend si attractifs? C'est vrai que rien ne les oblige à voter pour les partis radicaux, mais ces partis se définissent eux-mêmes comme les seuls vrais représentants des intérêts du peuple. Et ils accusent les autres hommes politiques d'être corrompus et de ne penser qu'à leurs intérêts personnels. À les entendre, eux, ils sont différents. Et ils trouvent ça plus louable de vouloir évacuer les étrangers? Plus louable, peut-être pas. Mais pour les jeunes, c'est une soupape qui leur permet d'échapper au sentiment de déception et d'impuissance que leur inspirent les partis en place. C'est une stratégie assez efficace. Faut-il vraiment en passer par des politiques radicales pour que les choses changent? En tout cas, il faudra frapper fort, faire du bruit et bousculer les choses, sans quoi rien ne bougera jamais. Mais on n'est pas obligé pour autant de s'en remettre à des partis extrémistes. En Allemagne, on a de plus en plus de jeunes députés, et le résultat n'est pas mauvais. Qu'est-il urgent de faire au niveau européen? Les États de l'Union viennent de conclure un pacte fiscal visant à lutter contre la crise de la dette par une politique de rigueur. Mais il est urgent de lutter contre le chômage des jeunes, car c'est ça qui les angoisse. L'Europe ne doit pas seulement économiser, mais aussi investir. À ton avis, que va-t-il se passer? Ça, personne ne le sait. J'espère que l'Europe ne va pas imploser. Mais on ne pourra l'éviter que si la jeunesse se mobilise pour une vraie démocratie et une économie de marché plus juste. En Suède, la révolte des jeunes prend actuellement la forme d'une ruée vers l'ultranationalisme, représenté par le Parti des démocrates suédois, le SD. Avec 25% de chômage chez les jeunes, l'extrême droite a beau jeu. Il y a 2 ans, en raflant 5,7% des voix, les démocrates suédois sont entrés au Parlement. Et comme les radicaux des autres pays, ils veulent moins d'Europe. Ou comme on dit dans les rangs du SD, jeter tous les traités européens à la poubelle et y mettre le feu. QG de campagne du parti d'extrême droite suédois, le SD. Ici comme ailleurs, les populistes égrènent toujours le même refrain, les méchants immigrés privent nos gentils mamies de leur retraite. Voici quelques images de la campagne électorale des démocrates suédois en 2010. À l'époque, presque personne ne les prenait au sérieux. Aujourd'hui, ils siègent au Parlement. Nous voyons l'islam non seulement comme une religion, mais comme une idéologie politique qui vise à conquérir les États occidentaux et à les assujettir. C'est ce que nous voulons empêcher. Le parti s'est également trouvé un autre ennemi qu'il accuse de vouloir assujettir la Suède, à savoir l'Europe. Ce sont principalement des jeunes qui se laissent appâter par le discours de gens tels que Gustav Kasselstrand. Il a 24 ans et siège déjà au Riksdag, la diète suédoise. La Suède doit quitter l'Union européenne de toute urgence, se défaire de tous ses engagements. Le vrai problème, c'est qu'on soit encore membre, alors que l'Europe ne nous apporte rien de bon. Elle ne fait que nous imposer de nouvelles lois et nous demande de payer toujours plus pour avoir le droit d'en faire partie. Et pour couronner le tout, on a perdu notre indépendance. Gustav a rejoint les démocrates suédois en 2004, peu avant les élections européennes. Depuis 2 ans, il est le représentant des jeunes au sein du parti. Gustav est convaincu que Bruxelles veut déposséder les Suédois au profit des banques internationales. L'ouverture des frontières européennes aurait ouvert les vannes de la criminalité et de l'immigration de masse, ce qui aurait particulièrement affecté la Suède. Il faut donc se protéger contre ce problème à grand renfort de nationalisme et de racisme. En 2010, la crise économique et les angoisses de nombreux Suédois ont catapulté pour la première fois les populistes et leur chef de file, Jimmie Åkesson, au Parlement. Plus de 300 000 électeurs ont voté pour l'extrême droite. C'est un désastre, une vraie catastrophe, surtout dans les banlieues. Les gens du continent ne se rendent pas compte de ce qui se passe ici. À la périphérie des villes, c'est l'anarchie la plus totale. Le discours des démocrates suédois fait régner la peur et la méfiance, du jamais vu dans un pays traditionnellement plutôt sociolibéral. D'ailleurs, 3 des plus grands journaux ont longtemps refusé ne serait-ce que d'évoquer le SD. De leur côté, les jeunes Suédois sans travail sont moins hermétiques à ce genre d'idées et le SD sait en tirer profit.
Ce que je veux, c'est aider les jeunes à comprendre quelles sont leurs racines. Ils sont en butte à de gros problèmes de chômage, de logement et d'identité. Ils ne comprennent pas trop d'où ils viennent ni où ils doivent aller. Ils sont dépassés par leur propre individualisme engagé et fanatique. Voilà ce que la Suède est devenue. Les gens oublient leur patrie. Voilà des idées bien de droite. Idem pour la campagne Stolte Svensk, suédois et fier de l'être. Des membres du SD distribuent régulièrement des tracts à la sortie des écoles et dans les rues piétonnes. On y voit de magnifiques spécimens du peuple suédois. En affichant un sourire sympathique, les activistes rappellent à leurs compatriotes combien il est extraordinaire d'être suédois. Une action aux allures pacifiques, mais qui n'en constitue pas moins une menace pour les Suédois d'origine étrangère. On n'est pas assez bien pour eux et ils nous croient incapables de nous adapter. Ils font comme les nazis à leur début dans les années 30. Ils y sont allés petit à petit et plus ils ont gagné de pouvoir, plus ils ont durci leur politique. À le voir, on a du mal à y croire et pourtant, Joachim Isheden est le prototype même de la nouvelle extrême droite suédoise. Jeune, cultivé, bien inséré dans la société, lui aussi s'est laissé convaincre il y a 2 ans par la campagne anti-européenne des démocrates suédois. La politique, ça ne devrait pas reposer sur d'interminables rapports qui font des centaines de pages. Ça devrait être simple et compréhensible. Ce jeune politologue de 22 ans travaille désormais pour le SD à titre honorifique. Les individus comme Joachim sont-ils dangereux? Lui, personnellement, peut-être pas. Mais le phénomène des gentils fascistes l'est bel et bien. Avec leur look décontracté et leur allure de gentils garçons, ils ne se distinguent pas au premier regard des sociodémocrates suédois appréciés dans toute l'Europe. Mais contrairement à eux, ils ne veulent plus que la Suède fasse de compromis en matière de politique européenne et d'immigration. Le mouvement Occupy regroupait beaucoup d'idées et d'opinions variées. Ils manifestaient contre quelque chose plus que pour quelque chose de spécifique. Nous, au sein du SD, nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Nous ne voulons pas nous contenter de nous plaindre et de pointer du doigt ce qui ne va pas dans notre pays, mais présenter des idées nouvelles et proposer notre propre vision de la Suède. Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, elles feraient des démocrates suédois la 3e force parlementaire du pays. Le gouvernement a 2 ans pour regagner la confiance de la jeunesse suédoise en proposant des solutions prometteuses pour l'avenir du pays. Un avenir réellement démocratique. Ça donne la chair de poule, non? Mais que faire? Dites-nous ce que vous pensez de cette radicalisation galopante et surtout, aidez-nous à trouver des solutions. Notre destin est-il scellé ou peut-on encore sauver la démocratie par la révolte? Vos commentaires, comme toujours, sur notre page Facebook ou notre site web arte.tv/Europe. Salut! J'aime l'Europe, mais moi qui suis brésilienne, j'ai du mal à trouver du travail, car il y a encore beaucoup de préjugés.